Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, plusieurs quartiers de Bujumbura au Burundi ont été le théâtre de violences, des tirs et des explosions de grenades ont été entendus à Musaga, Mutakura ou encore Ngagara. En Tanzanie, l'accès à l'eau potable est toujours une préoccupation. Asquar Hilonga, un inventeur local, vient donc de proposer une innovation qui pourrait changer le quotidien de nombreux Tanzaniens. Les autorités burkinabées ont initié les califats, les cafés littéraires du Faso, afin de mieux promouvoir les œuvres. Le but est de faciliter la diffusion d'informations autour du monde du livre. Depuis mardi, plusieurs quartiers, qualifiés parfois de contestataires de la ville de Bujumbura, au Burundi, sont en proie à des violences. Les affrontements entre la population et les forces de police s'étaient pourtant calmés depuis la prestation de serment du président Pierre Nkurunziza le 20 août dernier. Liselcia Kizimana. Regain de violence à Bujumbura, la capitale burundaise. Des tirs à l'arme lourde et d'explosions de grenades ont été entendus dans les quartiers du sud et du nord de Bujumbura, mardi 1er septembre et mercredi 2 septembre 2015. C'est vraiment une situation de guerre civile pratiquement qui s'installe quand vous avez pratiquement tous les soirs dans 3-4 quartiers de la ville où ça tire à longueur de nuit sans répit, et que ces quartiers sont pratiquement des quartiers communs et pratiquement assiégés par la police ou par l'armée. Le jour ou la nuit, c'est que est dans quelque chose d'extrêmement grave, mais qu'on ne semble pas le prendre au sérieux comme il se devait. Nous sommes dans quelque chose d'extrêmement grave. Les armes crépitent à longueur de nuit et parfois de jour. C'est quelque chose de bien grave. En 2 jours, ces violences ont fait au moins 4 morts civiles et 10 policiers blessés et plusieurs arrestations. Les quartiers contestataires du 3e mandat sont les plus visés. Il s'agit notamment de Musaga, Chibitoke, Ngagara, Jabe et Nyakabiga. Il est difficile de rétablir l'ordre dans des quartiers, disons, qui contestent toujours le président, à moins d'être devant chaque maison. Le rétablissement de la confiance entre la police et la population des quartiers contestataires passe nécessairement par un dialogue de l'opposition et le pouvoir, et aussi l'éclaircissement de tout ce qui s'est passé au niveau des violences, des jeunes qui sont emprisonnés, des jeunes qui sont tués. Donc c'est vraiment la condition sine qua non. Il faut aussi qu'il y ait des discussions, des débats dans les quartiers pour que la police se familiarise avec les gens et aussi que les gens comprennent le travail de la police. Lors de son discours radiodiffusé du 26 août 2015, le président Pierre Nkurunziza avait donné 2 mois au comité mixte de sécurité pour neutraliser les groupes armés présents sur le territoire burundais, surtout à Bujumbura. Le procès de Bosco Ntaganda s'est ouvert le 2 septembre devant la Cour pénale internationale. Cet ex-chef de guerre est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité entre 2002 et 2003 en Ituri, une province du nord-est de la République démocratique du Congo. Et selon la procureure Fatou Bensouda, la culpabilité de celui qu'elle qualifie d'ancien seigneur de guerre ne laisse pas de place au doute. Bosco Ntaganda plaide cependant non coupable et les témoins ne s'exprimeront qu'à partir du 15 septembre. 11%, soit 750 millions de personnes, sont toujours privées d'eau dans le monde et cette proportion est plus élevée encore en Afrique. La Tanzanie ne fait pas exception, mais certains tentent de résoudre cette problématique à l'instar d'un chercheur qui vient de remporter le prix de l'innovation africaine. Il a mis au point un système de filtration intégrant des nanoparticules. Deogracias Podo. Grâce aux objectifs du millénaire pour le développement, l'on estime en 2015 à plus de 2 milliards le nombre de personnes qui ont accès à l'eau potable dans le monde. Mais malgré ces efforts, le défi reste important pour la plupart des États, surtout sur le continent africain. En Tanzanie, par exemple, la majorité des ménages ne bénéficient toujours pas d'eau potable selon les estimations. D'où l'utilité de l'innovation d'un ingénieur de 38 ans qui a inventé un filtre capable de purifier l'eau de toute substance toxique, qu'elle soit d'origine chimique ou bactérienne. Dans mon pays, 70% des 9 millions de ménages n'ont pas d'eau potable et encore moins utilisent de filtres. Le potentiel du marché est énorme et ceci ne concerne que la Tanzanie. Maintenant, imaginez c'est du Kenya, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, en Inde et bien d'autres encore. Le marché est prometteur. Pour mettre au point son prototype,
Le docteur Ilonga a repris le modèle du filtre à sable qu'il a amélioré avec des nanotechnologies. Le filtre est aujourd'hui commercialisé au prix de 130 $ l'unité et le chercheur promet de réduire rapidement les coûts de production. Dans la ville d'Arusha, au nord du pays, de nombreux habitants souffrent de maladies d'origine hydrique faute d'une eau de qualité. Certains ont pu se procurer le filtre à eau. Avant ce filtre, je devais aller chercher l'eau à la rivière. Parfois, il m'arrivait de l'utiliser sans la faire bouillir parce que cela prend beaucoup de temps. J'ai été victime de plusieurs maladies comme la fièvre typhoïde et bien d'autres maladies liées à l'eau. Nous avons analysé l'eau des alentours. Nous avons un fleuve à 50 mètres d'ici et nous avons constaté qu'elle n'est pas saine. Ensuite, nous avons pris l'eau fournie par l'État et nous avons également pu constater qu'elle n'est pas totalement saine. Pourtant, nous voulons le meilleur pour nos enfants et c'est pourquoi nous avons décidé d'acheter ce filtre. Il aura fallu 4 années à l'ingénieur pour réaliser son projet. En dehors du soutien financier de sa famille, il a également bénéficié d'une subvention du gouvernement américain pour la production et la distribution du filtre à eau. Des années de recherche qui ont été récompensées le 1er juin 2015 en Afrique du Sud, où il a reçu le prix de l'innovation africaine décerné par l'Académie royale britannique de l'ingénierie. Le marché du livre est en baisse en Occident, sur le continent africain et au Burkina Faso en particulier. On note, à contrario, une réelle volonté de dynamiser ce secteur, d'accroître le nombre de lecteurs et de promouvoir les auteurs nationaux, comme vous le verrez dans ce reportage signé Wendy Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. La littérature burkinabé est de plus en plus florissante. Le pays enregistre plus d'une centaine de parutions par an. À titre d'exemple, si en 2013 le Burkina Faso n'a enregistré qu'une soixantaine de publications, en 2014 ce sont environ 200 livres qui ont été publiés. Une émergence qui a motivé les autorités à lancer les califats, les cafés littéraires du Faso pour la promotion du livre au Burkina. Lorsqu'un livre paraît aujourd'hui, comment faire pour avoir l'information? Il n'y a pas d'organe ou d'observatoire qui permet réellement de le faire. Donc nous pensons que les cafés littéraires peuvent être un des moyens de permettre justement la diffusion de l'information sur le livre. Le café littéraire, c'est à la fois un espace de discussion, mais c'est également à la fois un marché. Cette plateforme de rencontre entre lecteurs et auteurs permet aussi de dynamiser la lecture, décortiquer l'industrie du livre, de la production à la consommation en passant par la distribution. Une occasion pour ces lecteurs-là de pouvoir connaître même les auteurs, de pouvoir échanger avec eux-mêmes. Et cela peut susciter même une envie d'écrire. Et cela aussi permet à l'écrivain de pouvoir améliorer même ses écrits. Par exemple, les lecteurs vont pouvoir critiquer l'œuvre, donner les insuffisances. Au Burkina Faso, de nombreux écrivains s'autoproduisent. En janvier 2014, un document de référence a été validé par les acteurs du livre. Ce document prévoit la détaxation des produits liés à son édition. Selon les spécialistes, il faut une véritable industrie du livre pour une émergence du lectorat dans un pays où le taux d'alphabétisation est d'environ 29%. Depuis son inauguration officielle dans le cadre du 50e des Jeux africains, le complexe sportif de Kintélé au Congo suscite de nombreuses réactions. Sa modernité et son envergure n'ont pas manqué d'interpeller les spectateurs congolais et étrangers venus assister à cette compétition. Et pour cause, il a été évalué avec les complexes de proximité construits dans les arrondissements de Brazzaville à près de 500 milliards de francs CFA. Reportage d'Oliva Tchakotan, envoyé spécial au Congo. Mettre en place des infrastructures de pointe pour valoriser toutes les disciplines sportives, c'est l'ambition des autorités congolaises. Le complexe sportif de la Concorde à Kintélé se veut un somptueux cadre pour la pratique de différents sports. Durant les 2 prochaines semaines, des milliers d'athlètes africains venus de l'ensemble du continent auront l'occasion d'y exprimer leur talent au cours de cette 11e édition des Jeux africains. On est prêt de faire quelque chose comme des nouveaux ou des débutants en escrime. C'est ça notre impression, mais ce n'est pas la première fois. On va essayer de faire quelque chose quand même. Le complexe sportif de la Concorde à Kintélé est bâti sur une superficie de 90 hectares. Il est l'une des meilleures infrastructures sportives existantes sur le continent. Il donne déjà beaucoup d'espoir à certains Africains.
Ce que les Congolais ont fait est la preuve que nous pouvons accueillir les Jeux Olympiques en Afrique. Plusieurs pays africains s'inscrivent désormais de plus en plus dans la construction d'infrastructures adéquates pour l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport. Mais l'entretien de ces grandes œuvres reste un nouveau pari à gagner pour leur pérennisation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.